Dans ce journal, commémoration des événements de mi-septembre 2015 au Burkina Faso, fait marquant du jour, le dépôt de gerbes pour saluer la mémoire des martyrs du coup d'État et rappeler que justice soit faite. Le Premier ministre sacrifié à la tradition au cimetière de Goungé. Et puis l'opposition togolaise qui reçoit le soutien de quelques organisations de la société civile africaine. 8 associations signent une déclaration commune dans ce sens, et cela au moment où l'avant-projet de loi sur les réformes constitutionnelles revendiquées par cette classe politique est soumis à un examen. Ce sont les titres qui seront développés pour vous dans cette édition de l'actualité. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour les informations de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un excellent appétit si vous êtes à table. C'est donc l'un des temps forts de la commémoration du coup d'État de mi-septembre 2015 au Burkina Faso, l'hommage aux martyrs de ce putsch à travers le dépôt de gerbes. Le Premier ministre Paul Kabatieba, les parents, les organisations de la société civile et les autorités se retrouvent donc au cimetière de Goungé pour saluer la mémoire des victimes. Moussa Ouedraogo, Nyarkiteda pour les précisions. Le moment est symbolique, mais fort de sens. Ce matin au cimetière de Goungé, gouvernement burkinabé, parlement, organisations de la société civile, militaires et paramilitaires exécutent, avec les parents des victimes, un devoir, le devoir de mémoire pour les martyrs du coup d'État manqué 17 septembre 2015. L'occasion pour nous tous, le peuple burkinabé, tout entier, de nous commémorer, de nous remémorer et de saluer la mémoire de ceux qui sont tombés sur les champs de l'honneur il y a 2 ans. C'est l'occasion pour nous, pour les Burkinabés, des villes, des campagnes, de l'étranger, de se souvenir de ceux qui ont versé le sang, qui ont sacrifié leur vie pour sauvegarder la liberté, pour sauvegarder la démocratie. La forte pluie qui s'abattait sur la capitale burkinabé n'a entamé en rien cette volonté d'honorer le sang versé pour défendre la démocratie au pays des hommes intègres. Une défense assurée au péril de dizaines de vies pour lesquelles les parents attendent toujours justice 2 ans après. Depuis 2 ans, la justice n'a pas fait quelque chose pour nous. C'est le président de façon qui a expliqué la semaine passée que la justice va commencer. Effectivement, ça a commencé avant-hier. On va voir la justice d'abord avant de parler. Il dit que ça doit partir le 26, non? On va attendre le 26 d'abord pour voir comment on va continuer. Il y aura la justice pour les martyrs. Il faut y croire, selon le chef de ce département, pour qui c'est une question de procédure. Le travail est en train d'être fait, que ce soit au niveau de la justice, au niveau du ministère en charge de l'action sociale, pour avoir une idée exacte du nombre de blessés. Et nous avons demandé à l'association des parents des victimes et aux blessés de nous donner la liste exacte pour que nous puissions les prendre en charge. Ce qui est sûr, c'est qu'aucun blessé ne sera laissé de côté et aucun parent des victimes ne sera laissé de côté. C'est avec cette note d'espoir que l'assistance quitte Goungé avec à l'esprit que le 3e anniversaire va connaître un autre sort, celui de l'appurement des dossiers judiciaires du putsch manqué 17 septembre 2015. Un rappel des faits à présent. Le 16 septembre 2015, un coup d'État militaire installe au pouvoir le général Gilbert Diendéré. Il ne restera que quelques jours, mais les événements qui ont secoué le pays vont faire plusieurs morts et de nombreux blessés. Retour donc sur les faits avec Frédéric Etienne Bassenga. Du 16 au 23 septembre 2015, une longue et sombre semaine dans laquelle le temps s'est arrêté au Burkina Faso. Mercredi 16 septembre au palais de Kossiam, jour de conseil des ministres pour l'exécutif de la transition, le RSP fait irruption et interrompt le conseil. Le président Michel Kafando, Isaac Zida, son premier ministre, et 2 membres du gouvernement sont arrêtés et détenus. C'est tout un pays qui est alors plongé dans l'angoisse. S'agit-il d'un putsch ou d'une énième manifestation du RSP? Le président de la transition est démis de ses fonctions. Deuxièmement,
le gouvernement de transition est dissous. Troisièmement, le Conseil national de transition est dissous. Quatrièmement, une large concertation est engagée pour former un gouvernement. Ce que tout le monde redoutait vient ainsi de se confirmer. Le Conseil national pour la démocratie s'arroge le pouvoir sous la direction du général Gilbert Diendéré. Passé les moments de stupeur et de consternation, les citoyens prennent la rue. Pas question de cautionner ce coup d'arrêt donné à la transition. Et c'est parti pour plusieurs jours de violence dans les rues de Ouagadougou. Course-poursuite, bastonnade, la liste des victimes ne fait que s'allonger. Et pour trouver une issue à ce triste épisode, la communauté internationale se mobilise au-delà des condamnations verbales. La CEDEAO dépêche les présidents Macky Sall et Yahi Boni. Le dialogue est établi. Nous sommes le vendredi 18 septembre. Les hémisphères de la CEDEAO entament tout de suite les négociations à huis clos. Ils rencontrent Michel Kafando, libéré le jeudi soir déjà, puis le général Diendéré, les acteurs politiques, le RSP et les OSI. Le samedi 19 septembre, Yahi Boni entre chez lui en annonçant une bonne nouvelle pour le jour suivant. Le lendemain, Macky Sall annonce la soi-disant bonne nouvelle qui n'est nulle autre qu'un projet de protocole d'accord qui fait la part belle aux exigences des putschistes. La colère de la rue s'intensifie alors, la lutte se durcit. Côté syndicat, une grève générale est décrétée. Entre colère et indignation, les populations de l'intérieur du pays exercent même une pression sur l'armée régulière pour intervenir. Leurs voix seront entendues. Le 21 septembre, la majorité des unités militaires de l'intérieur du pays convergent des régions vers la capitale. Dans la foulée, elle donne un ultimatum au RSP pour qu'il dépose les armes. La tension est vive, les Burkinabés se préparent au pire. Voyant certainement que la cause était perdue, le RSP sollicite la signature d'un accord sous l'égide du Moro Naba pour déposer les armes sans combattre. L'accord est signé le même jour dans la soirée. Le plus gros tort a été d'abord de faire ce putsch, parce qu'aujourd'hui, lorsque l'on parle de démocratie, l'on ne peut pas se permettre encore de faire des actions de ce genre. Mais enfin, cela s'est passé, c'est du temps perdu, je le reconnais, c'est des moyens perdus, je le reconnais, c'est des vies humaines perdues, je le reconnais. Le 23 septembre, Michel Kafando est remis en selle, mais le pays est meurtri, on dénombre 14 morts. Et on va parler à présent de la prise en charge sociale des blessés et personnes affectées par ce coup d'État. Savoir que le gouvernement a pris des mesures dont la mise en œuvre a coûté plus de 125 millions de francs CFA en 2015 et 2016. Les personnes concernées, tout en saluant les mesures d'accompagnement du gouvernement, invitent ce dernier à plus d'efforts. La situation n'est guère reluisante pour diverses raisons, selon eux. Une de nos équipes de reportage a rencontré des blessés et les responsables d'associations de blessés et parents de victimes. Adama Guiti, Maïmouna Traoré. L'assistance et l'accompagnement du gouvernement aux blessés et familles des victimes du coup d'État manqué de septembre 2015 a pris en compte plusieurs volets. Une prise en charge sanitaire des blessés, un soutien financier aux ayants droit des victimes, un soutien social aux veuves et veufs dans les domaines de l'emploi et du logement et un appui pour la scolarité des orphelins. L'assistance a aussi été alimentaire. De 2015 à 2016, environ 125 millions de francs CFA ont été mobilisés. Le logement a été, c'est vrai, attribué, construit, mais des réflexions qu'on devait faire. Donc le gouvernement a commencé à faire ça. Mais à ce niveau, nous on a dit que c'est vrai, il y a 8 familles qui ont eu des logements, mais en tout, c'est 42 familles qui sont concernées pour l'insurrection et pour le coup d'État. Donc il serait intéressant qu'on élargisse, n'est-ce pas, la mesure à toutes ces familles-là. Voilà. En ce qui concerne la scolarité, ça c'est effectif. Chaque année, il y a de l'argent qui est donné pour la scolarité des enfants. Pour les emplois, il y a 3 veuves qui ont été intégrées à la fonction publique. Malgré cette batterie de mesures, certains blessés et personnes affectées souffrent encore le martyre 2 ans après l'événement. C'est le cas d'Amadé Zonou. Cet étudiant qui a bénéficié d'une évacuation en Tunisie n'est toujours pas rétabli.
Sincèrement dit, jusqu'à présent, l'état de santé, je vis toujours avec la douleur. Jusqu'à présent, ça ne va pas. Ils ont enlevé juste les 2 balles. Voilà, mais le problème des nerfs persiste toujours. Voilà, ça fait toujours très mal. Et il y a le puits qui s'enfle quotidiennement. Amidou Sawadgo dit traîner encore avec une balle dans l'abdomen. Pas ma là-bas, ça ne va pas, sans retourner. J'ai bénéficié de soins d'urgence, mais ça ne va toujours pas. Je souffre à cause de la balle logée dans l'abdomen. Je ne peux même pas faire un effort physique. Et selon le président de l'association des blessés du coup d'État manqué, la BCE 16, sur les 183 membres, plus de 90 attendent désespérément des soins. 19 personnes ont suivi des séances de kinésithérapie. L'état de santé ne va pas malgré les séances de kinésithérapie. Il y a en plus de tout cela 6 personnes qui portent toujours des balles dans leur corps. Il y a moins de 3 semaines, on appelait juste pour donner une information, pour une rencontre, on appelait quelqu'un, c'est son patron qui a décroché pour dire que le monsieur n'est plus. Les 2 personnes en toute honnêteté qui ont fait les interventions, j'estime que leur état de santé, ça va. De l'avis du président de l'association des parents des victimes du coup d'État manqué, des efforts sont faits par le gouvernement, mais de nombreuses familles affectées broient du noir. Les familles des victimes souffrent. Certains croient que les responsables de l'association ont un fonds pour leur prise en charge. Souvent, nous sommes obligés de cotiser pour gérer les cas graves de maladie. Nos demandes de soutien dans certaines structures sont restées sans réponse. El Haj Aboubakar El Nogo remercie le président du Faso qui a instruit le gouvernement afin qu'une prise en charge alimentaire et sanitaire soit apportée aux ayants droit des victimes. Il y a également de l'espoir pour les blessés non encore établis. Selon le ministère en charge de l'action sociale, la question des soins de réhabilitation est en cours de traitement par le ministère de la Santé. Autre point de l'actualité à présent, au chapitre recrudescence de l'extrémisme violent au Sahel, les femmes jouent leur partition. À Ouagadougou, des religieuses et coutumières de la sous-région parlent de la contribution des leaders d'opinion dans le combat contre le terrorisme. Le forum qui les réunit à Ouagadougou donc, est une tribune pour des échanges d'expériences locales. Des propositions de stratégie seront formulées à l'issue des débats. Jean Zongo, Maxime Zongo. Enlèvement, viol, mariage forcé, esclavage sexuel et bien d'autres, autant de traitements cruels et inhumains dont sont victimes les femmes par ces temps de recrudescence du terrorisme. Face à l'ampleur du fléau, elles sont de plus en plus nombreuses à monter au créneau. Participe de ce sursaut d'orgueil l'organisation de ce symposium. Dans tous nos pays, nous sommes menacés. Et cette paix est sérieusement menacée. Nous ne pouvons pas rester inactifs. Elles sont venues pour échanger ensemble, partager les expériences et voir ensemble quelles stratégies concrètes elles peuvent dégager pour pouvoir être actifs sur le terrain dans le sens de la sensibilisation, pour pouvoir aussi jouer leur rôle en tant que leaders dans leur communauté. Ce symposium de femmes leaders d'opinion a alors pour objectif principal de prévenir l'extrémisme violent et la radicalisation sous toutes ses formes. On est là pour appuyer justement les femmes et à les incentiviser comme on peut à prendre un rôle encore plus actif, que ce soit politique, que ce soit dans les forces de sécurité, à tout niveau, justement pour représenter les femmes et pour qu'elles soient vraiment acteurs et non pas victimes ou acteurs passifs dans cette situation qui malheureusement grandit. Venues du Mali, du Niger et du Burkina, ces femmes leaders échangeront 2 jours durant autour des enjeux de l'extrémisme violent et ses manifestations. Elles partageront les expériences locales et proposeront des stratégies qu'elles estiment efficaces. Une stratégie, on parle agriculture à présent, une stratégie nationale de développement du warrantage en cours de validation pour une plus grande efficacité de ce mécanisme de crédit dont la garantie est constituée par des stocks commercialisables. Il s'agit de moderniser tout simplement le warrantage communautaire à travers cette stratégie. Des précisions avec Issa Kafando et Zoubaviel David Dabiri. Ces acteurs intervenant dans le domaine de l'agriculture et ceux de la société civile élaborent ici des stratégies
pour moderniser le warrantage communautaire. Des stratégies qui permettront de favoriser le financement de l'agriculture et l'accès des crédits aux paysans. Vous savez que les producteurs, en fin d'année, ont des récoltes. Il s'agit de pouvoir mettre ces récoltes-là en un lieu sûr, moyennant une certaine somme d'argent, et pouvoir récupérer au bout du compte ce qu'ils ont placé. Alors cela se fait par le biais des banques locales, des banques traditionnelles. Depuis longtemps, il est pratiqué le warrantage communautaire. Et après quelques études, nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup d'engouement dans ce secteur-là. Il est tout à fait normal que le ministère essaye de le moderniser. C'est ainsi qu'une étude a été commanditée avec l'appui de notre partenaire AGRA pour élaborer une stratégie nationale. Les acteurs font donc l'espoir que la redynamisation de cette forme de garantie permettra de booster l'agriculture. Du reste, la stratégie s'inscrit en droite ligne avec les objectifs de développement durable à l'horizon 2030, dont le but est d'assurer la sécurité alimentaire. Et pour améliorer la disponibilité de l'électricité et promouvoir du même coup l'efficacité énergétique, il est envisagé la distribution d'ampoules LED en remplacement de celles fluorescentes. 500 000 ménages abonnés au réseau de la Sonabel et une partie des bâtiments de l'administration publique en sont bénéficiaires. Des détails de l'opération avec Roger Kam et Nathalie Savadogo Nabaloum. Réduire la consommation de l'électricité au Burkina Faso, une préoccupation pour le gouvernement. Pour relever le défi, il décide dans les mois à venir de distribuer gratuitement 1 500 000 lampes LED en remplacement des lampes fluorescentes au profit des ménages abonnés au réseau de la Sonabel et dans une partie des bâtiments de l'administration publique. Au total, 500 000 ménages des 13 régions du pays recevront chacun à peu près 3 lampes LED. Il est prévu pour la première phase de l'opération, pour le compte de l'année 2017, l'installation de près de 395 000 lampes sur l'ensemble du territoire national. Un rapport sur la stratégie adoptée pour opérationnaliser la distribution et l'installation des 1 500 000 LED sera soumis en Conseil des ministres. Cette nouvelle technologie va permettre de réduire considérablement les charges de pointe du soir, fortement influencées par l'éclairage des ménages, et limiter les coupures d'électricité. La stratégie, c'est d'abord dans un premier temps de changer toutes les lampes fluorescentes. Dans une lampe fluorescente, vous avez le tube à ballast et vous avez le starter. Et la transition vers les lampes LED, ça veut dire qu'on court-circuite ces deux composants qui consomment. Mais l'efficacité dit quoi? Ça veut dire que pour le même rendu de luminosité, vous aviez une consommation moindre. Selon le secrétaire général du ministère de l'Énergie, la transition vers cette nouvelle technologie, premier du genre au Burkina Faso, va permettre de réduire la puissance demandée de 20 MW avec un investissement différé pour le renforcement de la capacité de production de la Sonabel d'environ 20 milliards de francs CFA. Toutefois, il rassure que ces lampes seront commandées directement à l'usine et seront testées avant distribution. Un comité de suivi sera mis en place pour la supervision de l'ensemble du travail. Faisons connaissance à présent avec la meilleure bachelière du Burkina Faso pour la session 2017. Elle s'appelle Elsa Oulematou Rakieta Ouedraogo. Elle est élève au collège de Tounouma à Bobo-Dioulasso. Elle décroche son bac D avec une moyenne de 17,38 sur 20. Qui est Elsa? La réponse avec Biloudou Bazongo, Ismaël Saturnin Paré et Hahadi Sandamba. Aux Zambiennes, la valeur n'attend point le nombre d'années. C'est le moins que l'on puisse dire à l'égard de cette jeune fille, Elsa Mélène Ouedraogo. Candidate au baccalauréat, session 2017, Elsa, à 17 ans, ne s'est pas contentée de décrocher son diplôme, mais elle l'a fait avec brio. Sur cette attestation de succès et ce relevé de notes, le constat est probant. La candidate Ouedraogo, Oulematou Rakieta Mélène Elsa, elle a répondu au numéro PV 55909
dans la région des Hauts-Bassins, elle a postulé pour le bac série D. Et elle a eu 17,38 de moyenne. Elle est la meilleure au plan national pour toutes les séries de baccalauréat confondues. Je m'attendais à plus même, dans les 18 de moyenne. Puisque en classe, il y avait une moyenne annuelle de 17,55. Les bonnes habitudes, Elsa Ouedraogo les a intégrées depuis l'enfance. Et ses qualités intellectuelles semblent bien évidentes. À l'école, après les cours, quand je reviens à la maison à midi, je me repose un peu, je mange et je révise un peu les cours du soir. Les jours où il n'y a pas cours le soir, je fais mes exercices. Très tôt, j'avais su déjà qu'elle avait une capacité, en tout cas, d'apprendre. Elle est en avance. Quand tu vois, elle vient, elle étudie, ce qu'elle étudie là, peut-être à 2 chapitres, 3 chapitres près. Voilà. Et quand tu lui demandes ce qu'elle est en train de faire, elle comprend. Or, ils ne sont pas encore arrivés à ce chapitre-là. Dans sa 6e, on nous a proposé de la faire sauter la 5e. Mais quand elle est partie, je pense que le premier trimestre déjà, elle avait 18 de moyenne et quelques. Le deuxième avait 14 de moyenne. Bon. Je pense qu'elle était déjà dans le tempo. Bon. Élève du collège de Tounouma de Bobo-Dioulasso, Elsa Ouedraogo, à l'image de son résultat du baccalauréat, a toujours fait parler d'elle. Depuis sa classe de seconde, chez l'Athénée, chaque fois elle est première de sa classe. Et juste après la proclamation des résultats du baccalauréat, j'ai appelé l'élève en question pour m'acquérir de ses résultats. Et voici la réponse qu'elle m'a donnée. Monsieur, je pouvais faire mieux. Pour dire que les 17,38 de moyenne qu'elle a eu là, pour elle, elle estimait qu'elle pouvait avoir plus que ça. En classe de 4e, quand je l'ai connue, c'était d'abord la concurrence, puisqu'elle a sauté la 6e et la 5e, et puis elle est venue prendre la tête. Donc au début, bon, on n'était pas trop camarades, mais après, au fur et à mesure, je vois que ses notes étaient constantes. J'ai vu que ce n'était pas la peine de continuer à faire en quelque sorte une guerre. C'est mieux de sympathiser. Lauréate à l'émission Tableau d'honneur TH en 2014, Elsa Ouedraogo, à travers ses qualités intellectuelles, attire l'attention de bien des personnes. Des élèves qui ont été identifiés à travers cet événement Tableau d'honneur se trouvent aussi en train d'étudier à Maastricht, se trouvent aujourd'hui en train d'étudier aux États-Unis, à Google Industries, et j'en passe. Alors cela permet au Burkina Faso de ne pas être en reste dans la compétition mondiale pour ce qui concerne l'excellence. L'ambition est désormais grande pour la future étudiante, pour qui une nouvelle vie va commencer. Bénéficiaire d'une bourse d'études pour le Canada, Elsa Ouedraogo, à l'instar de son père, entend entamer des études en génie civil. Un mot de culture dans ce journal avec l'art plastique au rendez-vous de la fête du cinéma africain à Kourigba, et des artistes plasticiens burkinabés sont de la partie. Les œuvres dans l'ensemble représentent l'Afrique dans toute sa richesse. Les explications avec Martin Ouedraogo et Mireille Carole Tougma. Le gouverneur de la ville de Kouribga, en admiration devant le tableau du peintre et artiste burkinabé Casimir Bationo. À cette 20e édition du Festival du cinéma africain de Kouribga, l'art plastique occupe une grande place. Une 50aine d'œuvres d'une 30aine d'artistes exposées à la médiathèque de la ville. L'art plastique fait partie du cinéma. Lorsqu'on imagine quelqu'un qui veut prendre le cinéma, il faut prendre l'art plastique. Il faut analyser un tableau. Le tableau représente la sérénité, la cohérence, l'existence de l'Afrique. Et dans cette exposition, c'est l'Afrique qui est comptée. Il y a vraiment de la créativité, parce que vous pouvez même constater en parcourant la salle qu'il y a vraiment une grande diversité. Donc il y a plusieurs tableaux, presque tout le monde utilise de la peinture, mais ils ne les appliquent pas de la même manière. Cela montre déjà qu'il y a disons, une ascendance. Les tableaux des Burkinabés Casimir Bationo et Seydou Diko sont présentés aux visiteurs tout au long du festival, aux côtés des œuvres d'autres pays comme le Rwanda, le Congo ou le Maroc.
Le mot de sport pour finir avec l'actualité nationale, avec le bureau de l'association des journalistes sportifs du Burkina qui organise une formation au profit de ses membres. Cette formation marque le lancement officiel des activités du nouveau bureau de la JSB. 4 disciplines sont concernées. Des détails avec Rasmane Zoundi et Bangba David Kafando. Permettre aux journalistes sportifs de mieux cerner la matière première informative pour bien rendre compte, analyser, critiquer et informer le public. Tel est l'objectif de cette formation. Parler de sport exige des connaissances spécifiques et la plupart des journalistes sportifs n'ont pas de formation de base de sport. La formation sur les disciplines sportives est donc un impératif pour ces journalistes sportifs venus de toutes les régions du Burkina. Pour le bureau exécutif de l'Association des journalistes sportifs du Burkina, AJSB, l'horizon et l'orient de ses activités, c'est la quête de l'excellence de ses membres. Cela passe par la meilleure gestion des ressources humaines. En plus de maîtriser les connaissances purement journalistiques, il faut que le journaliste sportif puisse connaître aussi les règlements des différentes disciplines sportives. Et ce qui n'est pas donné à tout le monde, et c'est pour permettre à nos membres d'avoir des bagages nécessaires pour la pratique de leur métier que nous avons initié cette formation-là. Nous avons aussi parlé du rôle du journaliste dans une course cycliste. C'est quelle information il doit donner. Nous avons essayé d'aborder les règlements généraux et bien sûr de la discipline cycliste dans son ensemble. Cette session de formation est le fruit de la collaboration entre la JSB et le Comité national olympique des sports burkinabé, SIONOS-B. 4 disciplines sportives sont au programme: le taekwondo, le karaté, le handball et le cyclisme. Et pour refermer ce journal, l'opposition togolaise qui reçoit du soutien dans son combat des organisations de la société civile africaine signe une déclaration commune pour marquer leur adhésion à la cause défendue par cette classe politique au Togo. L'opposition togolaise reçoit le soutien de la société civile africaine. Alors que l'heure est à l'examen de l'avant-projet de loi du gouvernement sur les réformes constitutionnelles revendiquées par l'opposition, 8 organisations de la société civile viennent de signer une déclaration commune pour soutenir le combat de cette partie de la classe politique togolaise qui exige en outre le départ du président Fornia Simbe au pouvoir depuis 2005. Parmi elles, des mouvements réputés tels que le Balai citoyen du Burkina Faso, Y'en a marre du Sénégal, Iyina du Tchad ou encore la Lucha en République démocratique du Congo pour qui la mobilisation de l'opposition togolaise contre le pouvoir ces dernières semaines s'inscrit dans un vaste courant qui traverse tous les peuples d'Afrique. Quelques leaders de ces associations appellent ainsi la communauté internationale et la communauté des États d'Afrique de l'Ouest en particulier à soutenir les aspirations démocratiques du peuple togolais pour éviter une répétition des scénarios observés dans d'autres crises sur le continent. La plupart des partis d'opposition du pays réclament depuis plus de 10 ans des réformes constitutionnelles pour limiter à 2 le nombre de mandats présidentiels et un scrutin à 2 tours. On s'arrête ici pour les informations de la mi-journée. Merci de votre attention. Un très bon week-end à tous et à toutes.